Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue, cette fois au nom des membres du commandement militaire unifié des forces de la résistance libanaise. Et vous êtes actuellement au siège du commandement militaire Kataeb. Pour des raisons de sécurité, nous avons préféré de ne pas faire ça au siège du commandement militaire des forces libanaises. Vous êtes maintenant au siège du commandement militaire Kataeb. D'ailleurs, nous sommes partie intégrante des forces libanaises. Et vendredi, l'après-midi à 4h, lorsque vous viendrez, on vous fera une petite cérémonie militaire, une petite cérémonie symbolique, au cours de laquelle le responsable de votre groupe déposera une gerbe de fleurs au monument du soldat inconnu. C'est juste dans la cour. À la cérémonie, tous nos camarades sont conviés. Il y aura une petite cérémonie symbolique avec un petit vin d'honneur après, à la suite ou avant la réunion que nous allons avoir tous ensemble vendredi. Ça sera dans le siège, dans la cour principale du local. Alors voilà, maintenant vous êtes en présence des responsables de cette résistance libanaise. Je vais vous les introduire l'un après l'autre. Il y a le vice-président du commandement qui est actuellement encore en voyage, qui est en train d'effectuer avec sa famille un voyage à l'étranger. C'est Abou Kamal qui est des PNL. Il y a ensuite le chef de l'état-major général, M. Nabil Karam. Tu lèves là. Monsieur Nabil Karam, qui est le chef d'état-major et qui est PNL, qui est également du parti du président Chamoun. Il y a ensuite Monsieur Étienne Saher, le chef de l'organisation des gardiens du Cèdre, qui est le chef du département politique dans la résistance libanaise. Il y a son collaborateur Nadim Chouairi, qui est également des gardiens du Cèdre, qui est responsable des services à caractère social et à caractère d'utilité publique, tels les autobus des forces libanaises que vous avez dû certainement rencontrer. J'espère que les chauffeurs ne conduisaient pas très vite. Il y a également Maître Georges Adouane, qui est un avocat, qui est responsable du Tanzim et le chef des services de sécurité aux forces libanaises, le département de la police et de la justice. Il y a ensuite Abou Roy, qui est également chef du Tanzim, qui est le aide de camp au chef d'état-major pour les opérations militaires. Il y a ensuite M. Jean Nader, qui a un poste assez délicat parce qu'il s'agit des finances. Et ceci lui donne mal à partir avec pratiquement tout le monde chez nous à cause de la modicité des moyens que nous avons. Il y a derrière tout ça le chef du B5, qui est Mounzer, qui vient d'effectuer un voyage à l'étranger et qui a donné une causerie. Je crois que tu devrais donner une copie de ça à nos camarades, ou bien à nos amis. Mounzer est le chef de l'information et des relations publiques. Et si je n'ai oublié personne, il y a mon camarade Fouad Roukoz, qui est l'autre délégué Kataeb au siège du commandement des forces libanaises. Joumana, de votre équipe à vous. Et il y a Samir Tawili, qui est un peu le secrétaire général des forces libanaises. Voilà, le tour est fait. Je dirais à mes camarades des forces libanaises que ce matin, on s'est réunis avec ces messieurs pendant presque 55 minutes. Et il y a eu un tour d'horizon assez intéressant.
Du moins pour moi, ça pourrait être ennuyeux pour eux, mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Nous avons parlé de la nécessité de terminer l'occupation syrienne et que cette occupation syrienne était en voie de règlement, ou du moins le désengagement syrien commençait à avoir lieu sur le terrain. J'ai dit qu'on pouvait renvoyer les Syriens chez eux, mais le problème principal allait être où renvoyer les Palestiniens, étant donné que Valéry Giscard d'Estaing, Kreisky, Carter et Paul VI n'en voulaient pas, et que c'était nous qui, par voie de conséquence, devrions les garder ici. Je leur ai dit que c'était une faute de calcul et une faute d'appréciation de la part de ces dirigeants, parce que nous n'étions pas du tout disposés à avoir cette masse de parasites chez nous, et que tôt ou tard nous allions entreprendre notre résistance anti-palestinienne au Liban. J'ai également dit que l'entente ne pourrait avoir lieu qu'à la double condition de libérer notre territoire du Syrien et du Palestinien. Nous mènerons nos négociations avec le musulman et l'entente serait le fruit de ces négociations. En résumé, c'était ça. Et on a convenu que vendredi prochain, ils reviendraient pour qu'on discute et qu'on puisse répondre à leurs questions au cas où ils auraient encore des questions à poser. Alors, je crois que le tour d'horizon est presque complet. Maintenant, si mes camarades des forces libanaises, ou bien si vous-même avez des questions militaires ou politiques à poser au commandement de la résistance libanaise, on est à votre disposition. Voilà, c'est une question qu'on voulait vous poser ce matin, mais qui je crois est intéressant de poser maintenant. Ça fait maintenant 5 ans que la guerre dure, que vous essayez donc d'une manière d'animer énormément et construire avec beaucoup de sympathie, de résoudre donc cette occupation syrienne puis palestinienne. Dans toutes les activités humaines, il y a toujours au bout d'un certain temps le risque d'une usure. D'autant qu'on l'a vu en combattant, ce sont tous des gens qui travaillent parce qu'il faut bien vivre, et puis qui donc sont volontaires le soir pour venir assurer une garde, etc. La population aussi, je pense, tout en étant très décidée, enfin, il y a toujours ce risque qui existe. Alors, si vous voulez, la question est celle-ci. Quelle est en quelque sorte les solutions que vous préconisez pour éviter ce problème Vous voulez dire des solutions adoptées? Oui, parce qu'on les a préconisées depuis 5 ans et on les a adoptées déjà depuis 5 ans. Comme vous le dites si bien, le phénomène d'usure et les risques inhérents à notre action sont très importants. D'abord, nous n'avons pas des réservoirs humains derrière nous. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'avoir de grands blessés de guerre. Nous ne pouvons pas avoir le luxe d'avoir beaucoup de morts, parce que chacun de nous qui est en train de tomber est difficilement remplaçable, pas de par sa valeur intrinsèque, mais objectivement, il est difficile de remplacer un combattant lorsque le nombre de la population est tellement limité, alors que de l'autre côté, ce problème n'existe pas. Avec l'afflux de Libyens, d'Algériens, de Yéménites, de Saoudites, d'Irakiens, de Syriens, ce réservoir humain de 150 millions d'hommes qui existe dans le monde arabe, de l'autre côté, la perte d'un être humain représente très peu de choses dans la bataille. L'élément humain représente tellement peu de choses, alors que pour nous c'est un élément capital. Chacun de nous qui est en train de disparaître, c'est déjà un problème de plus à combler et à résoudre. Le phénomène de l'usure également, beaucoup de gens sont fatigués, beaucoup de gens sont blasés, beaucoup de gens sont dégoûtés, beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens flanchent, les nerfs parfois flanchent. Ce tunnel qui n'en finit plus, ce noir permanent dans lequel nous sommes, tout ceci rend notre lutte et notre combat plus âpre, plus difficile,
plus pénible, plus complexe, mais comme je vous ai dit ce matin, nous ne voulons pas être les Vietnamiens du Proche-Orient, nous ne voulons pas être les Arméniens, nous ne voulons pas être les Palestiniens, nous ne voulons pas être un peuple qu'on renvoie de chez lui et qui va errer à travers le monde pour voir où il va s'établir en fin de compte. Pour les forces libanaises, un facteur est primordial, un facteur est essentiel dans notre lutte pour notre souveraineté et pour nous une chose capitale. Et notre survie est tellement importante que nous sommes en train de mettre de côté toutes ces difficultés, on les prend en considération, nous sommes en train d'évoluer avec ces difficultés, avec la grâce de Dieu, et vraiment vous êtes des chrétiens, vous devez comprendre un peu ce que je dirai tout à l'heure et tout de suite. Nous avons la grâce, je suis sûr que le bon Dieu nous a donné la grâce. Le bon Dieu est en train de nous tenter, le bon Dieu est en train de nous éprouver, le bon Dieu est en train de nous faire passer dans notre purgatoire, pour ne pas dire dans un enfer, mais en même temps, il est en train de nous donner la grâce de pouvoir surmonter toutes ces difficultés. Donc, l'usure, elle existe, elle est en train d'être supplantée par notre foi, par notre détermination, et par le danger qui nous guette à tout instant. Et soyez sûrs d'une chose, le jour où nous aurons la moindre défaillance, le jour où nous aurons la moindre crise de confiance dans notre cause, le jour où nous commencerons à abdiquer sur le plus petit détail, c'est uniquement à ce moment-là que l'usure nous prendra. Mais tant que nous sommes en train de proposer un bloc compact, avec des idées claires et une détermination à mener la lutte jusqu'au bout, en attendant que le reste du monde arabe s'effrite et que nous émergions de ce désert, que nous émergions de cette mer de haine et de fanatisme qui nous entoure, cette usure, nous n'allons pas la laisser entamer notre capitale. Peut-être vous me direz, oui, bon, ce que vous dites est très bien, mais la grâce, c'est une chose assez floue en fin de compte. Honnêtement, je ne peux expliquer cette capacité de résistance pendant 5 ans que par la grâce que le bon Dieu nous a donnée, que par l'appui que nos moines nous ont donné. Et certainement sur votre programme, il y a plusieurs visites aux moines, au monastère. Vous verrez un peu cet élan de foi qui a pris notre population et notre peuple. Jamais les églises durant les fêtes n'ont été autant bondées que maintenant. Jamais il n'y a eu cet élan de foi autant que maintenant. Jamais il n'y a eu cette générosité entre les chrétiens autant qu'elle existe maintenant. On a des problèmes, nous ne sommes pas des enfants de cœur. Entre les Kata'ib et les Ahrar, périodiquement, il y a des problèmes. Avec le Nord, on a des problèmes. Nous avons des problèmes internes, je ne dis pas non. Ça fait partie de nos difficultés, on pourrait en reparler plus tard si vous voulez, mais je crois que malgré toutes les difficultés et toutes les usures que nous avons eues, le bon Dieu a su comment nous donner la grâce pour que nous puissions nous tirer d'affaire, et on continuera. Oui, il y a une autre question qui vient aussi à l'idée, c'est les forces libanaises, c'est quelque chose qui fait partie de la résistance libanaise. C'est nous la résistance. C'est nous la résistance libanaise. Je veux dire, c'est la partie militaire de la résistance libanaise. Non. Non. La résistance libanaise est un tout représenté par les forces libanaises. On a le département politique que Abou Ars tient et il y a le département militaire, mais les deux ensemble, nous avons les deux côtés, et le côté politique et le côté militaire. Maintenant, on a nos chefs, le président Chamoun et Cheikh Pierre, mais je crois que depuis pas mal de temps déjà, c'est les forces libanaises qui déterminent dans le milieu chrétien la politique à suivre. Et cette force, qui est donc une force militaire considérable, dans votre esprit, est-ce qu'elle est destinée à durer? Elle est destinée à durer le temps qu'il faudra. Je veux dire, ma question est surtout posée vis-à-vis de l'armée nationale libanaise.
qui petit à petit reprend pied. Enfin, nous on le voit quand on est dans le pays, dans certains quartiers. Comment, si vous voulez, cette armée nationale peut être tolérée par vous, ou comment les relations peuvent se faire? Pour commencer, il faut bien préciser, je pense, que cette armée n'a de national que le nom, parce que ce n'est pas l'armée nationale, notre armée nationale. Vous savez très bien qu'une armée est efficace et valable dans la mesure où elle est là pour défendre une cause. Il est sûr et certain que l'armée que vous nommez pour être nationale n'a pas d'objectif national. Elle est là, on ne sait pas encore pourquoi. C'est un dénominateur commun dans la mesure où il peut y exister des dénominateurs communs. Les forces libanaises actuelles, militaires, parce que je tiens à le préciser, ce que notre chef vous a dit, les forces libanaises sont l'aspect complet de la résistance, c'est-à-dire le côté politique et le côté militaire. Le côté militaire de cette résistance, c'est-à-dire les forces armées libanaises, seront dans le futur l'armée nationale de la nation que nous comptons avoir à côté. Et seulement ces forces libanaises et tous ceux qui combattront à ses côtés pour la libération et la création de la nation que nous voulons. Ici, si je peux ajouter quelque chose de très ponctuel et d'actualité à ce que Georges a dit. Vous avez précisé dans votre question que vous êtes en train de voir cette armée dans certains quartiers. En fait, le problème de cette armée est que elle est en train d'être reconstituée sur des bases que nous, en tant que force libanaise, nous ne pouvons pas accepter, parce que c'est encore le bicéphalisme au niveau de l'armée, c'est la neutralisation de l'armée de l'intérieur et par l'intérieur entre les différents groupes chrétiens et musulmans. Il y a une neutralisation, il y a des forces qui se neutralisent à l'intérieur du commandement, de sorte à ce que cette armée, d'après nous, ne pourra jamais relever le défi que ce pays est en train d'affronter. Elle ne sera pas à même de combattre Israël, elle ne sera pas à même de combattre le Palestinien, elle ne sera pas à même de combattre les forces libanaises. C'est une armée qui ne va pouvoir combattre personne en fin de compte parce qu'elle n'a pas d'ennemis et qu'elle n'a pas d'amis. Notre problème aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous intéresse ou bien si vous allez pouvoir comprendre la nuance dans ce que je vais dire. Le problème de cette armée, c'est que elle est en train d'être reconstituée sur les bases d'une neutralité que nous ne pouvons pas admettre, parce que soi-disant on est en train de nous dire que cette armée se reconstitue pour tout le Liban et pour tous les Libanais. Or, effectivement, ce que nous sommes en train de voir et ce que vous avez vu, c'est la présence de l'armée dans une seule partie du territoire libanais, pas sur tout le territoire. Alors notre point de vue est le suivant. Ou bien l'armée libanaise se reconstitue d'une façon boiteuse, à condition qu'elle descende un peu partout sur le territoire libanais, ou bien si cette armée ne va descendre que sur une partie de ce territoire, autant alors avoir une armée qui se respecte en bonne et due forme, étant donné que nous n'allons pas pouvoir l'utiliser sur l'autre partie du territoire pour le moment. Ou bien on a quelque chose de boiteux. À ce moment-là, nous acceptons que l'armée soit sur tout le territoire. Nous l'avons déjà accepté chez nous, vous l'avez vu. Alors que de l'autre côté, interdiction à un type de l'armée, même de marcher en civil. Ou bien alors, si jamais l'armée ne va être présente que chez nous, bon, nous n'allons plus admettre une armée boiteuse. Alors, ce sont les forces libanaises elles-mêmes peut-être qui se transformeront en l'armée libanaise qui devra assurer le contrôle et le maintien de l'ordre sur la partie libre du territoire libanais en attendant alors de libérer le reste.
Si j'attire votre attention sur ça, c'est parce que actuellement nous sommes face à une situation, si elle ne va pas être rectifiée par le gouvernement libanais, à un moment donné nous ferons un assaut sur cette armée, on la dégarnira de ses positions, on lui prendra ses armes et ses blindés et tout le reste, et nous l'enverrons promener, étant donné qu'elle est en train de se promener chez nous, alors que sa constitution est une constitution initialement pour lui permettre un déploiement dans tout le territoire libanais. Si un jour vous entendrez que vos amis chrétiens également ont fait des problèmes au Liban contre l'armée libanaise, ne vous étonnez pas. Ceci certainement va avoir lieu. Nous ne pouvons pas admettre une armée fondée sur un certain équilibre de 50% chrétiens, 50% musulmans, qui descendra à 100% dans les quartiers chrétiens. Si elle n'est faite que pour descendre que chez les chrétiens, bon, alors qu'elle soit chrétienne. Mais si jamais elle doit descendre partout, qu'elle soit 50-50, mais qu'elle descende. Oui, monsieur, une question qui va vous sembler certainement toute bête. Le commandant Haddad, quels sont vos rapports avec lui et à quoi sert-il? C'est une question qu'on s'est posée entre nous et qu'on voulait vous poser. Le commandant Haddad, nous n'avons pas de relation directe entre lui parce que vous connaissez le célèbre adage qui donne ordonne. Or, pour nous, nous ne pouvons même pas lui offrir un verre d'eau, étant donné que sa bande frontalière est séparée par le territoire libre du Liban, par cette zone palestinienne de laquelle je vous ai parlé ce matin, qui s'étend à 50 mètres ou 100 mètres de là, la fameuse rue de Damas jusqu'au Zahrani. Nous ne pouvons pas matériellement atteindre le Haddad. Matériellement, nous ne pouvons pas aller là-bas. Et le jour où nous devons aller, il faut faire un tas de détours et faire du camouflage et faire 36 000 choses. Saad Haddad est en train d'affronter au sud une situation absolument semblable à la situation que nous affrontons ici. Il est acculé à mourir ou bien à prendre le large dans le plein sens du mot, ou bien alors à recevoir l'aide d'où qu'elle lui vienne. C'est exactement le dilemme et la situation que nous avons eu à affronter pendant 2 ans au nord de la rue de Damas. Donc, Saad Haddad, par rapport à nous, est un officier libanais. Nous entretenons d'excellentes relations avec lui, quoique ces relations soient intermittentes et uniquement des relations de bonne volonté, rien de plus, parce que nous ne pouvons rien offrir là-bas. Et Saad Haddad, ce qu'il représente, c'est un espoir qu'un jour où le monde arabe, le jour où la situation dans le monde arabe le permettra, il y aura certainement une double action de la part des forces libanaises en direction du sud et des forces libanaises stationnées au sud en direction du nord, parce que toute cette partie du territoire que je vous ai mentionné ce matin, où il y a 300 000 chrétiens, devra être un jour libérée. Et c'est par cette double action entre Haddad et nous qu'elle peut être entreprise. Les difficultés que Saad Haddad a affrontées, entre autres, était le résultat de ce gouvernement pétain que nous avions, dont j'ai parlé ce matin. Un gouvernement, excusez-moi le mot, disons, politiquement borné. Je vous donnerai 3 exemples ponctuels qui ont eu lieu avec Saad Haddad et le gouvernement libanais pour vous expliquer comment Saad Haddad a été obligé par le gouvernement syrien, par le gouvernement libanais interposé, à se jeter de plus en plus dans les bras d'Israël. Les 3 exemples sont les suivants. Saad Haddad avait demandé à l'État libanais à faire passer les examens officiels dans la bande frontalière du Sud. On lui a répondu que vous êtes en train de prendre vos armes d'Israël et que comme punition, il n'y aura pas d'examen officiel. Le baccalauréat et les autres examens
vous ne serez pas, vos étudiants ne seront pas admis à les passer et démerdez-vous. Le résultat a été qu'Israël a offert les universités et les écoles de la frontière nord d'Israël pour que les examens soient passés là-bas, et certainement les diplômes étaient des diplômes israéliens. Si j'étais au gouvernement libanais, j'aurais imposé à Saad Haddad des examens libanais pour le maintenir dans le giron libanais. Mais étant donné que les Syriens ont voulu coincer la population chrétienne du Liban Sud par des décisions aussi fâcheuses que malhonnêtes et des décisions irréfléchies, ont poussé cette population à traiter de plus en plus avec l'État d'Israël. Une autre question, les salaires des soldats. Les salaires des soldats, ils ont puni les soldats et les officiers de Haddad d'avoir à un moment donné traité avec Israël et d'avoir participé à plusieurs activités que Israël était intéressé à faire au Liban Sud. Or, ces messieurs du Sud n'avaient absolument pas le choix et n'avaient aucune autre alternative. Ils étaient en train de se défendre purement et simplement contre le Palestinien et contre toute cette horde de désertiques qui venaient chez nous pour essayer de conquérir notre territoire. La population du Sud s'est défendue tant bien que mal. Ils ont traité avec Israël sur beaucoup de questions, ce n'est pas de leur faute. L'État libanais n'avait qu'à leur assurer un peu tout ce dont ils avaient besoin. En coupant les salaires de l'armée libanaise au sud, Israël est venu également par souci, je ne dirais pas humanitaire, mais la situation étant telle, Israël est venu encore confirmer de plus en plus une même mise en rectifiant les erreurs du gouvernement libanais, mais en les rectifiant en sa faveur à elle. Israël est en train de payer actuellement les salaires des soldats libanais parce que l'État libanais refuse de les payer. Il y a en troisième lieu, je vous donne des exemples ponctuels que je peux énumérer toute une liste. La récolte de tabac. Le Sud vit des récoltes de tabac. Le tabac, c'est une des ressources principales du point de vue agricole pour eux. L'État libanais a voulu punir également les gens de Haddad d'avoir traité avec Israël sur certains sujets. La récolte n'a pas été achetée. Israël est venu acheter la récolte. Ça a été payé en livres israéliens. C'est la faute de l'État libanais. C'est ni la faute à Haddad, ni la faute à quelqu'un d'autre. Avec cette étroitesse d'esprit et ce fanatisme qui est chez les représentants musulmans au pouvoir, ce fanatisme est en train d'entraîner des actions irréfléchies qui sont en train de pousser Saad Haddad de plus en plus dans des bras qui ne sont pas libanais. Au lieu de l'accaparer au Liban et au lieu de le ramener à nous, nous sommes en train de tout faire, ou bien le gouvernement est en train de tout faire pour l'éloigner de nous et le forcer à se jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. Alors Saad Haddad est un officier libanais, un vaillant officier libanais, qui est certainement libanais avant toute autre chose. Il est en train, et Saad Haddad c'est un grec catholique, un melkite du sud. Sa femme et ses enfants sont au sud, son village s'appelle Laïa et Marjayoun, et c'est un fils de cette terre. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? De laisser le Palestinien envahir encore son sol? Il s'est défendu comme il a pu, et que personne ne lui jette la pierre. Effectivement, pour vous, ça sera un allié indiscutable, évidemment. Je ne dirais pas un allié, c'est un de nous. Oui, c'est ça. C'est un de nous qui est dans une situation pire que la nôtre. Donc finalement, vous pensez que, quels que soient les chrétiens, où qu'ils soient dans le Liban, ce sont des vôtres, même si actuellement ils sont obligés de se taire parce qu'ils sont sous occupation. Oui. Même prenez le cas du président Fringillier. Moi, je suis sûr, n'était-ce la présence syrienne dans le nord, je suis sûr que le président Fringillier ne pourrait jamais recourir aux moyens auxquels il a recours maintenant. Et je suis sûr qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire malgré lui. C'est un contentieux Kata et Bnor. Je ne voudrais pas imposer mon point de vue à mes camarades des forces libanaises, mais dans ce contentieux précis,
je crois que si le président Fringy était libre de ses mouvements, jamais la situation au nord ne se serait détériorée comme elle s'est détériorée maintenant. Encore une fois, nous imputons aux Syriens la responsabilité de ce qui se passe, pas à quelqu'un d'autre. Nous avons vu les plaies qu'a laissé les agressions syriennes et palestiniennes. On vient de voir le film Agression à distance, tout ça nous montre la violence et la force et l'immensité des moyens qui ont été mis en œuvre, notamment par les Syriens, pour vous détruire. Bien, vous avez résisté depuis 5 ans. Alors on a un petit peu l'impression, je me trompe peut-être, que vous pouvez tout de même, dans la zone que vous contrôlez maintenant, envisager l'avenir avec un certain optimisme. Si vous avez résisté aux ordres que vous avez reçus sur le dos depuis 5 ans, on peut penser que maintenant vous résisterez. Par contre, la question que je vous pose, c'est notamment pour les villes et les régions qui sont chrétiennes et que vous ne contrôlez pas. Je pense à Zavé, qui est je crois, 100% chrétienne, et qui pour l'instant est contrôlée par les Syriens, et plus ou moins par les Palestiniens. Comment est-ce que vous concevez l'avenir dans ces régions-là? Vous allez m'adresser, si vous permettez, parce que ça concerne le département politique des forces libanaises. Sur quelle base les forces libanaises collaborent avec le front libanais et si vous précisez le rôle du front libanais au Liban, comme chef français? Non, تفضل. En fait, pour nous, le front libanais et les forces libanaises représentent une seule et même entité. J'ai parlé ce matin d'une dichotomie qui existait et j'ai immédiatement rectifié à certains de mes amis que la distinction n'était pas une distinction d'âge, mais de mentalité. J'ai dit que le président Chamoun était beaucoup plus proche de nos points de vue que certains de nos jeunes qui pensent peut-être un jour à devenir ministre ou député ou bien à avoir des avantages personnels. Donc, ce n'est pas l'âge qui importe, c'est la mentalité. Et nos camarades, nos aînés qui sont à l'intérieur du front libanais, en fin de compte, sont beaucoup plus proches de nous et sont beaucoup plus dans nos pensées et nous appuient tellement que nous ne pensons pas qu'il y ait la moindre distinction entre le front et les forces libanaises. Nous avons d'ailleurs plusieurs fois des réunions en commun et tout est pris en commun. Mais certainement, vu l'âge, vu l'expérience, vu tout le background que Cheikh Pierre et le président Chamoun ont, c'est certainement les figures de proue, les personnages de premier plan de la communauté chrétienne. Nous avons beau avoir beaucoup d'expérience et nous avons beau avoir mené sur le terrain des exploits très importants, c'est toujours sous l'ombrelle et sous les directives et sous le commandement et avec la bénédiction, je dirais, de nos aînés que tout ceci a été entrepris. Donc, les forces libanaises et le front libanais sont incorporés, nous sommes très imbriqués les uns dans les autres et je dois dire qu'il y a vraiment une communion de pensée et une communion de sympathie entre les forces libanaises et le front libanais que pratiquement il n'y a aucun problème. Et lorsque nous disons front libanais ou force libanaise, dans notre tête c'est un peu la même chose. Le front libanais, certainement, il y a plus de vernis politique, il y a plus d'expérience, il y a plus de savoir-faire. Le front libanais, c'est lui le porte-parole, mais il n'y a aucun problème entre les deux institutions, absolument aucun. Le président Chamoun est considéré comme étant le père spirituel des forces libanaises. Moi, on a tendance à m'attribuer la filiation du président Chamoun politiquement. Vraiment, nous n'avons absolument aucun problème entre nous. Vous laissez la direction spirituelle de Chamoun, qu'est-ce que vous laissez à chaque Le cérémonial. Hein? On va demander une faveur à nos amis si on pourra la faire.
est-ce que ça va avoir vraiment des répercussions négatives sur la situation libanaise et spécialement la situation migratoire? Est-ce que quelque chose de manifestation? Je me permets, si vous voulez bien, puisque je suis le responsable du mouvement, de vous dire tout à fait que oui, bien sûr. Et je vais répondre, si vous voulez bien, aussi par une autre question, en vous demandant dans ce cas-là, si vous voulez bien, votre conseil, parce qu'il est, nous avons peu de moyens, peu d'expérience, surtout sur ces questions-là. On pourrait vous envoyer des experts. Je crois que le point juridique des relations, peut-être le bureau des forces libanaises à travers lequel vous pouvez avoir un contact officiel et le plus discret possible en action que vous jugeriez ici dans le temps. Je crois que ce sujet-là, qu'on peut dire une chose quand même, c'est qu'il y a le mouvement de la jeunesse catholique de France qui représente quelque chose quand même du point de vue militant d'important. Et il y a aussi un rôle d'information en ce qui concerne la venue d'Arafat en France. Ce qu'on peut faire quand même, c'est faire sentir aux catholiques français, même si malgré tout maintenant le poids catholique est de moins en moins grand en France, et ça il faut que les Libanais s'en rendent compte, on peut faire sentir que ce n'est pas qu'un problème avec Israël, et que l'OLP ça représente aussi le massacre du Liban, qui était un peuple chrétien comme nous. Et là-dessus, je crois que quand même on peut réussir à sensibiliser beaucoup de Français, et que ce ne soit pas seulement le lobby juif en France qui s'oppose, qui s'y opposera et qui commence à s'y opposer très fort. À Paris, on a vu des affiches partout déjà, et que ce soit aussi les catholiques qui s'y opposent. Je crois que Une autre observation pour répondre à votre demande, monsieur. On en avait parlé du reste, et cette question c'est tout à fait possible d'envisager les choses sous ce jour. Ça peut être la dynamique de notre campagne lorsque nous rentrerons. L'opposition à la venue d'Arafat. Oui, membre de notre alliance. On l'éteindra. Ça peut être, vous comprenez, il est certain que ça peut être le thème. Comme de toute façon on avait prévu de faire une campagne, ça peut être le thème de cette campagne que nous illustrerons par des projections de films et en tout cas des discussions. Je vais vous dire, je vais m'étendre un tout petit peu sur ce sujet si vous permettez. En 75-76, le Palestinien était cantonné à de petits camps qui étaient soi-disant des camps de réfugiés palestiniens, alors qu'en fait, il est apparu que ces camps étaient beaucoup plus des camps retranchés et des places fortes que des camps de réfugiés. En 75-76, les réfugiés ont débordé de leurs camps. C'était un peu cette expansion démographique de laquelle on parlait ce matin, et que si jamais la partition devait avoir lieu sur une moitié du territoire, vu l'expansion démographique d'ici 5 ans, même le Liban chrétien serait emporté. Le Palestinien a débordé de ces camps. Dans les zones à forte population chrétienne, nous avons remporté Tal el-Za'atar et la quarantaine. Ici, ce local était le commandement palestinien durant la guerre. C'est la quarantaine ici, ça a été nettoyé, de même que Tal el-Za'atar et d'autres régions. Dans des régions où nous n'avions pas pu avoir accès, peut-être par manque d'expérience et par manque de moyens, et par manque peut-être de maturité politique à l'époque, le Palestinien, en débordant son camp de Sabra et de l'autre région, a réussi à prendre en main le contrôle de ces zones, depuis la rue de Damas jusqu'à Zahrani. Je reviens toujours à ce thème. En passant par Damour, qui est un village exclusivement maronite, en passant par Aïchiye, en passant par toutes les zones chrétiennes de là-bas. En 77, lorsque le Syrien est rentré,
on nous a mis en tête que le Syrien venait pour stabiliser tout cet état de fait et pour remettre les Palestiniens à l'ordre. Or, rien de ceci n'a eu lieu. Nous avons eu notre guerre de résistance entre nous et le Syrien. Nous avons remporté cette guerre de résistance contre le Syrien. Le Syrien commence à foutre le camp. Immédiatement, saute à l'esprit la situation actuelle entre nous et le Palestinien, où ce Palestinien domine une grande partie du territoire libanais. Les Américains ont très peur du retrait syrien, croyant que dès que le Syrien va se retirer, la guerre civile va recommencer. Ils ont considéré le Palestinien comme un facteur de stabilisation, alors qu'aujourd'hui le Syrien a lui-même besoin d'un facteur de stabilisation chez lui. Le point que Abu Arz a soulevé est le suivant. Aujourd'hui, le Palestinien a le beau rôle. Arafat voit se dérouler devant lui des tapis rouges un peu partout à travers l'Europe. Arafat est en train de donner des déclarations des plus modérés, des plus pacifistes, est en train de faire des déclarations rien que politiques et de réclamer le droit du peuple palestinien et de réclamer le retour du Palestinien chez lui et tous les slogans politiques que vous êtes en train d'écouter un peu partout en Europe. Aujourd'hui, le Palestinien n'a pas intérêt à la reprise des combats entre les chrétiens et le Palestinien parce qu'il va perdre un peu du terrain qu'il a remporté lorsque le Syrien était au Liban et que la situation entre les chrétiens et les Palestiniens était plutôt stable. Lorsque nous étions occupés avec le Syrien, Arafat était en train de faire sa campagne à l'étranger. Le jour où le Syrien s'est retiré, déjà le Arafat avait marqué des points à l'étranger. Et aujourd'hui, Giscard d'Estaing, dans sa dernière tournée, est en train de parler du droit des Palestiniens. Mais je ne vois pas, moi, Israël, permettre aux Palestiniens de réintégrer leur maison. Je ne vois même pas à l'horizon pointer cet État palestinien qui devra être fait d'après les calculs du State Department et de je ne sais qui sur Gaza et sur la rive ouest du Jourdain. Déjà, c'est un territoire très exigu. Aujourd'hui, Arafat est en train de faire le plus gros bluff qu'il puisse faire vis-à-vis de l'Europe et de l'Amérique, en allant quémander un droit qu'il sait à l'avance ne jamais obtenir, mais il sait que la contrepartie de ce qu'il ne va pas pouvoir obtenir, c'est le sud du Liban. Or, lorsque vous allez vous soulever contre cet état de fait, vous allez vous soulever précisément contre un point déterminé. Nous refuserons que le Palestinien ne monnaie le germe de l'État palestinien qu'il ne va jamais revoir en Cisjordanie ou à Gaza contre cette partie du territoire libanais. Arafat va aller avec toutes les déclarations de bonne volonté. Mais vous devez savoir que le Palestinien a érigé le mensonge en politique à l'intérieur de l'Organisation de libération de la Palestine. Il vous vendra tous les slogans pacifistes que vous voulez et il vous donnera toutes les garanties que vous voulez. Il ira avec vous jusqu'à tous les accords politiques que vous lui ferez signer. En fin de compte, il ne retiendra que ce qui est en sa faveur et en bon musulman, le jour où il pourra envoyer paître tous ces accords pour redemander quelque chose de nouveau, soyez sûr qu'il ne manquera pas et soyez sûr que jamais il ne se retiendra d'exiger encore plus. Donc, ce que Abu Arz est en train de demander, votre objection doit se situer, doit prendre en considération cette nuance qui est extrêmement capitale pour nous. Attention que la France ne le reçoive et ne lui accorde des droits pour les Palestiniens au détriment du droit des chrétiens du Liban. Si jamais ils veulent faire plaisir à Arafat, qu'il le lui fasse chez lui, dans son pays, pas à nos détriments, à nous.
Or, aujourd'hui, la France est en train d'envoyer certains de ses observateurs ou certains de ses techniciens pour demander à l'État libanais, est-ce que ça vous gênerait vraiment, Monsieur le Président, qu'on invite Monsieur Arafat chez nous? Est-ce que ça vous gênerait? Bon. Ça ne nous gêne pas dans la mesure où la France va essayer en même temps de retirer ou bien de soutirer de Arafat un minimum de respect pour la souveraineté libanaise. Que le prix de cette visite soit un retrait de Damour ou d'Aïchiye, et vous nous auriez rendu service. Mais pour aller là-bas et avoir encore plus de représentativité et de présence politique en Europe, alors que la moitié de notre territoire est occupée par lui, que votre ambassade à Beyrouth fasse attention. Ils paieront le prix et ils sauteront avant que Arafat ait mis le pied là-bas. Pourquoi tout le monde veut être généreux à nos dépens? Je ne comprends pas. Alors, c'est ça le point capital que je voudrais vous souligner. Si jamais cet homme devra aller là-bas, par l'intermédiaire de notre bureau en Europe, nous pouvons vous passer le mot d'ordre, ce que vous pouvez demander et quels sont les slogans que vous pouvez lancer pour que nous, chrétiens du Liban, nous tirions avantage de cela. Autrement, garder une invasion sur toute cette partie du territoire et obtenir une légitimité en Europe, c'est injuste. J'ajoute que, à propos de cette campagne, que d'autres mouvements sont fermement décidés de l'empêcher. En particulier dans les milieux spécialement anciens parachutistes, etc. Il y a toutes des gens qui sont furibonds de cette perspective. Si bien que le rapport, enfin votre bureau pourra être extrêmement efficace, si on peut avoir des contacts anciens parachutistes, etc. Il y a toutes des gens qui sont furibonds de cette perspective, si bien que le rapport, enfin votre bureau pourra être extrêmement efficace, si on peut avoir des contacts. Ça ne sera pas sans problème. Non, non, non. Regardez, par rapport à ça, mettez-vous en tête une chose, et ça, je parle à des chrétiens, je parle à des catholiques, je parle à des croyants, je parle à tout ce que vous voulez. Dans la mesure où nous serons disposés, le nous ici revient à toute cette masse de gens qui veulent demeurer libres et qui veulent un peu en finir avec cette vague de terrorisme et cette vague de chantage politique qu'on essaye de nous imposer. Mettez-vous en tête une chose, et que ce soit très bien compris. Dans la mesure où nous serons disposés tous ensemble à contrecarrer cette vague de chantage et de ce terrorisme, dans la mesure où nous serions disposés à aller jusqu'au bout pour affronter cette vague, nous réussirons. Mais lorsque nous assisterons en face de nous à une poussée gauchiste qui est disposée à descendre dans la rue et à faire de la casse, et qu'on va essayer de se dérober en face de cette casse, certainement ils finiront par nous avoir. C'est des gens lâches. Le jour où vous résisterez en face d'eux, ils n'oseront plus vous attaquer. Mais le jour où vous allez vous dérober, le jour où vous allez commencer à vous retirer, le jour où vous commencerez à décamper en face d'une action subversive, à ce moment-là, ce sera le rouleau compresseur, et le jour où vous voudriez vous soulever, ce sera trop tard. Certainement, il va y avoir de la casse. C'est comme ça que les Palestiniens ont remporté tout ce qu'ils ont remporté, et c'est comme ça que tous les mouvements d'extrême gauche en Europe sont en train de gagner, parce que la droite en Europe est lâche. Nous avons le complexe d'être taxés de fascistes, de nazis ou de je ne sais quoi. Qu'ils nous taxent de ce qu'ils veulent. L'essentiel pour nous, c'est de gagner la bataille. À moins de vouloir boycotter encore une fois les Jeux Olympiques. Si vous croyez que ça c'est utile, bon, alors pourquoi avoir la plus grande armée du monde si on va se contenter de ce boycott? Et il y aura toujours demain des Américains assoiffés de démocratie et de liberté pour aller assister ou bien même pour aller participer aux Jeux Olympiques. Mais c'est ridicule. C'est comme ça qu'on va empêcher l'occupation de l'Afghanistan et d'autres pays. Demain, ils pénétreront jusqu'au cœur de la France et personne de vous n'osera parler pour ne pas être taxé de je ne sais quoi. Ils envahiront l'Europe et personne n'osera parler. Ils y sont.
Enfin, c'est déjà fait. J'apporterai, si vous voulez bien, quand même un petit rectificatif à propos de lâcheté de la droite, spécialement en France. Car il y a une situation qui est très particulière à la France, c'est que en 1945 puis en 1962, on a procédé à une élimination sélective de tout ce qui pouvait être la droite. C'est bien que vous n'avez plus qu'une droite bidon en France, une fausse droite libérale avancée, qui n'a rigoureusement rien à voir avec la droite. Seulement, en 1945 et en 1962, communistes et gaullistes, la main dans la main, ont éliminé tout ce qui pouvait ressembler à un encadrement de la droite. Vous avez raison. Alors, moi, pour le reste de l'Europe, si vous voulez, je connais mal. Mais pour la question de la France, on la connaît assez bien, finalement, et c'est pas lâcheté, les gens ont fait tout ce qu'ils ont pu, enfin, en 62, ils l'ont montré encore, ils ont recommencé chaque fois que ça a été l'occasion. Seulement, il y a eu, c'est le procédé marxiste que vous connaissez mieux que moi, une élimination sélective par la prison, par la vie professionnelle, par l'exécution parfois, car finalement ça s'est trouvé, le chantage, etc. Alors voilà, enfin, c'est simplement à propos de la lâcheté de la droite française, je vous dis que... Nous avons eu le même processus chez nous, et c'est pour ça que maintenant vous voyez les principaux représentants de la résistance libanaise, ce sont des jeunes gens de moins de 25 ou 30 ans. Parce que tout l'ancien leadership de droite chez nous a été aussi corrompu que le vôtre, et aussi bien éliminé que le vôtre. Éliminé physiquement chez nous, c'est simple. Puis on a eu des gens assassinés en 62, 63, fusillés, enfin... Et chez nous, nous avons eu la même chose. Grâce à Dieu, et c'est le bon Dieu ici qui nous a donné la grâce, en 75, on s'est ressaisi, nous avons dit, zut, il y a un danger, bon, on va foncer. Oui. C'est ce qu'il y a eu. Oui, ils n'ont pas tué tout le monde, et d'autre part, il y a une génération qui ne demande pas mieux que de saisir la balle au bon. Je ne sais pas. Bon, alors nous vous remercions pour votre visite, et nous espérons vendredi, il y aura à cette petite cérémonie au monument aux morts. Et si après il y a des questions ou bien des éclaircissements à faire, vraiment, ce sera un plaisir pour nous de répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.